Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur le chapitre 1.2 concernant la matière et ses propriétés caractéristiques. Alors, commençons par une petite blague que j'ai trouvée sur Facebook, un meme, qui disait que les chats étaient liquides parce qu'ils avaient la forme du contenant tout en maintenant leur volume constant. Donc, on va aller voir cette définition-là, qu'est-ce que ça veut dire, et comparer avec le solide, parce qu'on sait très bien que le chat est un solide finalement. Alors, avant de commencer, il va falloir faire une petite révision du vocabulaire que vous avez appris en 8e année. D'abord, le premier mot, ça va être le mot matière. La matière, ça se trouve à définir tout ce qui nous entoure, en autant que ça possède une masse et un volume. Donc, finalement, sur la Terre, c'est pas mal tout ce qui nous entoure, la table, la chaise, le crayon, le jus de pomme, l'air qu'on respire, même a une masse. On va définir les mots masse et volume, mais avant, je veux qu'on se souvienne qu'il y a 3 états de la matière, c'est-à-dire les états solides, liquides et gazeux, et ça va être le sujet de notre prochaine diapositive. Donc, définissons le mot masse. La masse, c'est la quantité de matière qu'il y a dans un objet. On peut avoir quelque chose qui a beaucoup de masse et on peut avoir quelque chose qui ne va pas avoir beaucoup de masse. Donc, souvent, on utilise le mot poids, quelque chose de pesant, avoir beaucoup de masse, quelque chose de pas pesant, avoir beaucoup de masse. Mais plus tard, si vous prenez physique 11, vous allez voir que la définition de poids et celle de masse est très différente. Il faut mentionner aussi que la masse a une unité de mesure, on la mesure en grammes avec une balance, et comparativement au volume, que lui on mesure avec un cylindre gradué et qui se mesure en millilitres dans le cas des liquides ou en centimètres cubes dans le cas des solides, et qui se définit comme l'espace occupé par un objet. Donc on peut avoir un objet qui est très petit ou un objet qui est très gros. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ça se peut un objet qui a une très petite masse mais un gros volume? Alors pensez-y, quelque chose qui est vraiment pas pesant, mais qui prend beaucoup de place. Ça pourrait être par exemple un sac de plumes ou un oreiller. Donc c'est vraiment gros. C'est plate de déménager ça parce que ça prend beaucoup de place, mais c'est le fun de déménager ça parce que c'est vraiment pas pesant. Au contraire, un objet qui aurait une très grosse masse, mais qui aurait un petit volume, ça pourrait être par exemple un lingot d'or. Donc c'est très pesant. Quand on regarde ça dans les films, d'entre autres de Hangover 3, ils déménagent les lingots d'or, ils ont de l'air vraiment lourds, ils les soulèvent un par un, ils les prennent même pas 2 par 2. Pourtant, c'est pas si gros que ça, ils sont capables d'en mettre vraiment plusieurs dans leur sac. Donc, c'est possible d'avoir une grosse masse, un petit volume, ou une petite masse et un gros volume. Il y en a un qui est la quantité de la matière, tandis que l'autre, c'est l'espace qui est occupé. Si on mettait le lingot d'or et l'oreiller sur une balance, même si le lingot d'or est plus petit, il aurait une plus grande masse que l'oreiller. Donc la grosseur et la masse ne sont pas toujours proportionnelles. Alors, revenons à nos 3 états de la matière. Commençons avec le solide. Sur vos notes de cours, vous allez avoir 3 colonnes à remplir. Et il y a des mots de vocabulaire que je vais vous donner, mais vous pouvez utiliser des synonymes si vous préférez. Dans le cas des solides, on va dire qu'ils ont une forme définie et aussi un volume défini. Ça veut dire que la forme ne change pas et le volume ne change pas non plus. Si vous n'aimez pas le mot défini, vous pouvez aussi utiliser le mot fixe. C'est correct, c'est synonyme. Vous pouvez même écrire juste change pas. La forme ne change pas, le volume ne change pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par exemple, si j'ai une pomme, je peux prendre la pomme et la déposer sur une table. Ou je peux prendre la pomme puis la mettre dans ma boîte à lunch. Ou je peux prendre la même pomme et la tenir dans ma main. Mais la pomme, elle n'a pas changé de grosseur quand elle était dans ma boîte à lunch sur ma main. Puis elle n'a pas changé de masse non plus. Elle avait la même quantité de matière. Donc c'est ça que ça veut dire, que la forme ne change pas et que la masse ne change pas non plus. Dans le cas des liquides, par exemple. Donc dans le cas des liquides, on va dire qu'ils ont une forme indéfinie et un volume défini. Un peu comme la blague du chat tantôt. Donc la forme indéfinie, ça veut dire que la forme est variable, la forme va changer, la forme va dépendre du contenant, comme la forme du chat a changé dans le contenant de vitre du bol de salade. Donc la forme peut changer, mais le volume, lui, ne change pas. Donc là, c'est un concept un petit peu plus difficile à comprendre. Fait qu'on va retourner voir un exemple, cette fois avec du lait. Donc le lait est un liquide. Comment je sais que le lait est un liquide? Je peux prendre le lait et le verser dans un verre. Un verre, ça a une forme cylindrique. Donc le lait va prendre la forme du cylindre. J'aurais pu aussi prendre le lait et le verser dans un bol. Donc à ce moment-là, le lait va prendre la forme du bol. Ça veut dire que ça n'aura plus un cylindre, ça va être
genre d'espèce de demi-sphère. Ou bien, je peux prendre le lait et le verser dans une tasse à mesurer. Et là, il va prendre la forme de la tasse à mesurer, mais en plus, je vais pouvoir lire dessus que j'ai 500 ml de lait. Mais peut-être que c'est ça exactement que j'avais versé 500 ml de lait dans mon bol. Et peut-être que c'était aussi 500 ml que j'avais versé dans mon verre. Donc, j'ai 3 fois le même volume et pourtant, j'ai 3 formes différentes. Donc, c'est ça que ça veut dire. La forme, elle est indéfinie. La forme est variable. La forme peut changer. Mais par contre, le volume, lui, ne change pas. Je n'ai pas plus de lait tout d'un coup parce que je l'ai sorti de la pinte de lait et je l'ai mis dans mon bol. Je vais en avoir exactement 500 ml qui est sorti. Donc, les mots définis et les mots indéfinis peuvent aussi être remplacés dans tes notes de cours par les mots fixes et variables. Allons maintenant aux gaz. Les gaz, eux, on va dire qu'ils ont une forme indéfinie et aussi un volume indéfini. Donc, si tu préfères, tu mets variable, une forme variable et un volume variable. Quel exemple que je vais donner ici à propos d'un gaz? Bien, utilisons des gaz, des pets, des flatulences. Alors, ici, un petit lapin qui vient de lâcher un pet. Eh bien, si le lapin pète, ou plutôt si une personne pète, ça va sentir à côté. Pourquoi ça pue? Bien parce que le pet, il n'est plus seulement dans les fesses. Il est rendu partout dans la pièce. Donc, il vient de prendre plus de volume. Il est devenu plus grand. Et c'est pour ça que les personnes à côté peuvent le sentir. S'il restait dans les pantalons, les personnes qui le sentiraient, il n'y en aurait pas de problème. Mais parce que le gaz veut aller occuper tout l'espace nécessaire, bien, il va sortir, il va aller occuper toute la place qui est disponible dans la classe ou dans le salon ou dans la salle de cinéma. Par contre, si on est très loin du pet, ben ça va sentir moins. Ça va sentir encore un petit peu, mais parce qu'il a pris de l'expansion, il est devenu un volume de plus en plus grand, ben il va être de moins en moins concentré aussi. Donc, ça va sentir un petit peu moins si on est plus loin. Mais sa grosseur a changé, sa forme a changé, évidemment. Dans les dans les fesses du petit lapin, le pet était minuscule, il avait une petite forme de boule, il était vraiment pas gros. Alors que quand il est rendu dans la pièce, ben, le pet est rendu vraiment gros, puis il y a une forme de, je sais pas, de carré, de cube, parce que la pièce est en forme de carré. Donc la forme change et aussi le volume change, la grosseur change. Donc ça, c'est la différence entre solide, liquide et gaz. Pourquoi ça fait ça? Ben, c'est à cause d'autres choses que vous avez appris en 8e année, qui s'appelle la théorie cinétique de la matière. Donc, ce que ça dit, ça, c'est que toute la matière est faite de particules. Et d'ailleurs, ça va être notre gros sujet en chimie cette année. On va parler de ces particules-là, on va les appeler des atomes. Donc, toute la matière est faite d'atomes et il y a de l'espace entre ces particules-là, entre ces atomes-là. Il va y avoir plus d'espace, donc ça va être plus loin si par exemple c'est un gaz, ça va être moins loin si par exemple c'est un solide. Donc l'espace est variable, l'espace peut changer. Et ces particules-là sont toujours en mouvement. Des fois, ils vont bouger super vite. Donc, s'ils sont chaudes, ils vont bouger plus vite. Et si elles sont froides, ils vont bouger moins vite. Donc, ça dépend de la température. Et finalement, il y a une attraction entre ces particules-là. Et cette attraction-là, on va la voir un petit peu dans un film qu'on va regarder en classe qui s'appelle le film Eureka. Donc, la théorie cinétique de la matière explique les changements de phase et plus tard dans le module de chimie, on va parler des changements chimiques et des changements physiques. Donc, c'est une théorie très importante. On vient de parler de la température. On a dit que les températures faisaient changer l'espace entre les particules et faisaient changer la vitesse des particules. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on réchauffe et quand on refroidit? On va aller l'expliquer selon la théorie cinétique de la matière, selon ce qu'on vient de voir. Donc, quand on réchauffe, la particule va bouger plus vite et elle va s'éloigner de sa voisine. Alors que quand on refroidit, les particules vont bouger de moins en moins vite et elles vont se rapprocher de leur voisine. C'est à cause de l'énergie. Les particules qui sont chaudes vont avoir plus d'énergie, donc elles vont comme courir plus vite, alors que quand elles sont froides, elles ont moins d'énergie, fait qu'elles vont marcher plus lentement. Donc ça, c'est pour leur vitesse, leur mouvement. Mais lorsqu'elles s'éloignent, bien, la matière elle va changer de phase. Mais elle ne fera pas ça automatiquement. Ça va prendre un certain temps. Quand on va chauffer une matière, la première chose qu'on va voir d'abord, c'est sa température augmentée. Elle va passer de 10 degrés à 20 degrés, à 40 degrés, à 60 degrés. Donc, on va voir les degrés augmenter sur le thermomètre.
En même temps qu'elle fait ça, elle va se dilater, parce qu'on vient de dire que les particules s'éloignent de plus en plus vite. Et d'ailleurs, on peut l'observer ça dans certains solides, par exemple sur les ponts ou dans certains liquides. Donc, ça a un effet sur le volume. Pas beaucoup, ça va dépendre des matières. Il y en a qui vont changer plus que d'autres. Troisièmement, à un moment donné, il va atteindre une température tellement haute que là, il va finir par changer de phase. Donc, le solide va devenir liquide ou le liquide va devenir gazeux. Pour le refroidissement, c'est le contraire. On va voir d'abord la température baisser. On va passer de 90 degrés à 60 degrés à 20 degrés. Donc, la température va baisser. Pendant que ça fait ça diminue le volume. Donc, on dit que ça se contracte. Se contracter, ça veut dire diminuer le volume. Peut-être que vous voulez écrire ça aussi sur votre feuille de notes de cours. Donc, se contracter, ça veut dire diminuer le volume. Et à la fin, ça va évidemment changer de phase si on refroidit suffisamment. Donc, ça va passer de gazeux à liquide, puis peut-être même jusqu'à liquide à solide. Alors, justement, les propriétés caractéristiques. D'abord, on va donner une petite définition. Ça veut dire quoi propriété et ça veut dire quoi caractéristique? Les propriétés, c'est ce qui définissent la matière. C'est ce qui fait que je suis capable de décrire ce qui est autour de moi. Mon crayon est rouge. Rouge, c'est une propriété. Mon crayon écrit bien. Mon crayon est solide. C'est des propriétés. Donc, c'est qu'est-ce que je peux observer qui décrit l'objet que j'ai dans mes mains, la substance que j'observe. Donc, il faut que ce soit observable et peut-être même mesurable. On va y revenir à ça. Il va y avoir deux sortes de catégories de propriétés caractéristiques. Qualitatives ou quantitatives. Qualitative, ça vient du mot qualité. Quantitative, ça vient du mot quantité. Donc, les propriétés qui peuvent être définies avec les mots, c'est nos propriétés qualitatives. Et je vous donne aussi les propriétés quantitatives, qui sont les propriétés qui peuvent être décrites avec des mesures. Donc, il va falloir qu'on prenne des chiffres. Des exemples de ça? Le sel. On peut dire quoi sur le sel? On peut dire que c'est un solide, qui est blanc, qui est granuleux, qui conduit l'électricité, puis qui est capable de se dissoudre dans l'eau. Tout ça, c'est des propriétés qualitatives. Donc, des qualités, des choses que je décris avec des mots. Les propriétés quantitatives pour le sel, ce serait son point de fusion. Par exemple, il fond à 801 degrés Celsius. Et sa masse volumique. Donc, une masse volumique de 2,2 grammes par centimètre cube. L'année passée, vous avez étudié la masse volumique, vous avez fait des laboratoires là-dessus. Donc, ça, c'est la différence entre qualitative et quantitative. Évidemment, ça ne se limitera pas juste au point de fusion et la masse volumique, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est notre deuxième partie. La partie où on va donner des exemples des catégories de propriétés qualitatives et quantitatives. Vous en avez plusieurs. L'état, l'éclat, la couleur, la malléabilité, la ductilité, la cristallinité, le magnétisme et la réactivité chimique sont des exemples de propriétés caractéristiques qualitatives. Du côté des quantitatives, on a la solubilité, la conductibilité thermique électrique, la masse volumique, le point de fusion, le point d'ébullition, l'acidité et la friabilité. Pourquoi quantitative? Parce qu'on peut les mesurer, on peut mettre des chiffres là-dessus. Sur votre feuille de notes de cours à vous, c'est écrit en très petit ces mots-là et il y a un espace à côté. Donc, ce que je vais vouloir que vous fassiez, c'est que vous écriviez à côté de chacun de ces mots-là une mini-définition de un mot, deux mots, un exemple, un mot-clé, quelque chose qui va vous aider à vous souvenir qu'est-ce que ça veut dire conductibilité, qu'est-ce que ça veut dire cristallinité, qu'est-ce que ça veut dire friabilité. Et pour vous aider à faire ça, j'ai des exemples. Donc, d'abord pour l'état. L'état, on a déjà parlé, c'est quelque chose qui serait solide, liquide ou gaz. Donc, ici, j'ai mis des exemples pour de l'eau. On a de l'eau gazeuse dans le chaudron qui fait bouillir de l'eau. On a de l'eau liquide dans le verre et de l'eau solide dans le cube à glaçons. Pour l'éclat maintenant. Pour l'éclat, c'est quand on veut dire si quelque chose est brillant ou terne. Donc, à gauche, on a un collier en argent qui est brillant. Et en haut, ce qu'on a, c'est du charbon. Le charbon, il est noir, il est terne. Donc, il n'est pas du tout brillant. Terne, c'est l'opposé de brillant. On dit l'antonyme. Donc, c'est le contraire. Donc, c'est peut-être ces deux mots-là que tu veux mettre sur ta feuille de notes de cours à côté de éclat. Donc, brillant ou terne. Pour maintenant des exemples de couleurs, on a à gauche des couleurs de métaux, l'or et l'argent, donc le même collier que tantôt, mais l'autre collier au-dessus, il est en or, donc il est jaune, alors que celui d'en dessous, il est comme blanc-gris.
Et à droite, on a des pierres précieuses, le rubis rouge et l'émeraude verte. Donc finalement, la couleur, c'est juste quand on nomme la couleur qu'on voit. Les métaux ont différentes couleurs, les pierres précieuses ont différentes couleurs, les liquides peuvent avoir différentes couleurs, des poudres peuvent avoir différentes couleurs. Donc en laboratoire, on va pouvoir voir des exemples de ça, puis tu fais juste dire la couleur que tu vois. Pour la malléabilité, ça veut dire deux choses. Soit quelque chose qui plie, comme les lunettes qu'on voit là, donc on est capable de plier les lunettes puis elles ne casseront pas, ou la capacité d'être écrasé, d'être mis très mince jusqu'à temps que ça devienne une feuille, comme la feuille de papier d'aluminium qu'on prend pour emballer des sandwichs. Ou en dessous, ce qu'on a, c'est une feuille d'or. De l'or, en fait, ça peut être écrasé en une feuille très mince. Tellement mince, plus mince que du papier d'aluminium, tellement mince qu'on peut la mettre sur des statues et avec le petit pinceau, la petite brosse qu'on voit en arrière, on va déposer l'or sur la statue et ça va être très mince. Tellement mince qu'elles peuvent se même se coller facilement les unes sur les autres. C'est très difficile à manipuler. Donc ça, c'est pour la malléabilité. Faites attention de ne pas confondre malléabilité et ductilité. La ductilité, c'est quand quelque chose peut devenir un long fil, comme le fil de cuivre qu'on voit à gauche, ou comme simplement de la gomme à mâcher. La gomme à mâcher, on est capable de l'étirer long, et bon, elle finit par casser, mais on peut quand même l'étirer assez longtemps. Vous avez beau essayer d'étirer votre crayon, pas sûr que ça va fonctionner. Tu as beau essayer d'étirer ton efface, pas sûr que ça va fonctionner. Mais le cuivre et la gomme à mâcher, on est capable de l'étirer. Ça, c'est la ductilité. Donc, le mot-clé, ça serait peut-être étirer en fil pour tes notes de cours. La cristallinité, eh bien, c'est des cristaux. Donc, l'exemple que j'ai à gauche, c'est du quartz et en haut, c'est simplement du sucre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça des fois dans des foires agricoles ou au pumpkin patch, quand tu vas chercher des citrouilles à l'automne pour cueillir des pommes. Ils vendent des suçons en sucre. Ben, c'est simplement des cristaux de sucre et on a mis de la saveur dedans. Et l'autre en dessous, c'est du quartz. Donc, tu vois que ça fait une forme de cristaux. Ils ont des facettes. Donc, les cristaux, ils ont c'est ça, des petites facettes qui ont une forme vraiment définie, vraiment précise. Ça, c'est la cristallinité. C'est pas tous les objets c'est pas toutes les substances qui font des cristaux comme ça. Un autre exemple, c'est le magnétisme, donc les aimants. Les aimants qu'on utilise des fois comme contenant à trombone, pour ne pas les perdre. Les aimants qu'on met sur le frigo. C'est pas le frigo qui est l'aimant, là. C'est les aimants qu'on met sur le frigo. Le frigo, il est juste en métal, lui. Comme la porte dans la classe. La porte dans la classe est en métal, on peut mettre des aimants dessus. Donc, c'est pas la porte qui est l'aimant, c'est l'aimant qu'on met dessus qui est attiré par la porte. Et à droite, ce qu'on voit, et je vais te le montrer aussi en classe, si j'oublie, tu me le rappelleras, c'est pour te montrer que les aimants, ils ne font pas juste attirer, mais ils peuvent aussi repousser. Donc, si je le mets sur le frigo, ça va juste attirer, mais si je mets un aimant à côté d'un autre aimant, ça peut attirer ou ça peut repousser. C'est à cause des faces nord-sud qu'on voit sur l'aimant en U, en fer à cheval, juste en haut, le nord rouge et le sud bleu. Donc, on va pouvoir le tester aussi en classe. J'ai ce petit démonstrateur-là qui est sur la photo. Pour la viscosité maintenant, ben, c'est quand on mesure quelque chose qui est capable de couler facilement ou qui a la difficulté à couler. Comme le ketchup ou le miel, ça coule pas vite, mais l'eau coule tellement vite qu'on peut la propulser. Par exemple, les pompiers vont envoyer l'eau loin pour éteindre le feu. Donc la viscosité, en fait, ça peut être quantitatif là, parce qu'on peut avoir des chiffres, on peut mesurer ça, combien de temps, par exemple, ça prend pour couler. Mais en laboratoire, on va juste le faire qualitativement. On va dire, est-ce que c'est aqueux ou est-ce que c'est visqueux? Donc, ça va être nos deux mots-clés, aqueux ou visqueux. Et le dernier pour le côté des qualitatives, c'est la réactivité chimique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des glow sticks, donc une réaction chimique à l'intérieur du bâton qui fait que le liquide fait de la lumière. Le bon vieux Bentos dans du coke qui fait une espèce d'explosion. Et le coke sort de la bouteille. Et le feu. Le feu, c'est une réaction chimique aussi. C'est un dégagement de chaleur et d'énergie. Donc, c'est tout pour les qualitatifs. Maintenant, on va s'attaquer aux quantitatifs. Le quantitatif, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec des chiffres. Donc, la solubilité,
Par exemple, à gauche, on voit que le sucre peut se dissoudre dans de l'eau, alors qu'à droite, l'huile n'est pas capable de se dissoudre dans l'eau. Donc oui, c'est qualitatif si je dis juste oui, ça peut ou non, ça peut pas. Mais dans le cas du sucre ou du sel ou de toutes les substances qui sont capables de se dissoudre dans l'eau, bien je peux dire combien je suis capable d'en dissoudre dans l'eau. Si je peux dissoudre 1 gramme, 10 grammes, 30 grammes, et cette solubilité-là va dépendre de la température de mon eau ou de mon autre solvant. Donc la solubilité, c'est quantitatif parce que je peux dire combien je suis capable d'en dissoudre. Un autre qui est quantitatif, ça va être la conductibilité thermique. Donc, quelque chose qui sera un conducteur ou un isolant. Donc, oui, c'est sûr que je peux dire ça conduit la chaleur ou ça isole de la chaleur. Ça ne conduit pas la chaleur. Et je vais être capable aussi en physique de dire de mesurer ça en joules, la quantité d'énergie qui est transmise en chaleur par, bon, ici j'ai mis un rond de poids, ça répète n'importe quel autre métal qui conduit la chaleur, ou même l'eau peut conduire la chaleur, alors que l'air est un isolant. Donc, c'est pour ça qu'on remplit souvent les manteaux ou les sacs de couchage de plumes ou de duvet, parce que ça va contenir beaucoup d'air. C'est aussi ce qui explique pourquoi dans le film Titanic, Leonardo DiCaprio est mort alors qu'il était dans l'eau, alors que Kate Winslet, qui est restée sur le bout de bois flottant, elle est restée vivante. C'est parce que Leonardo DiCaprio il a perdu toute sa chaleur parce que l'eau est un très bon conducteur thermique. Donc, l'eau pouvait voler la chaleur dans le corps du garçon, alors que la fille, elle était dans l'air. Et l'air n'est pas un bon conducteur thermique. Donc, elle n'a pas perdu sa chaleur de son corps aussi rapidement. Donc, la conductibilité thermique, ça dit si c'est capable de faire sortir la chaleur ou empêcher, un cas isolant, empêcher la chaleur de sortir. On a aussi la même chose pour l'électricité. Donc, un conducteur va permettre le passage de l'électricité. Donc, on va dire que c'est un conducteur électrique. Dans ce cas-ci, le cuivre, qui est pointé. Et l'isolant, ben, c'est le caoutchouc qu'on met autour. Donc, c'est pour empêcher l'électricité de sortir du fil. Donc, l'isolant électrique, lui, il va empêcher l'électricité. On va mettre aussi un chiffre là-dessus, c'est du côté quantitatif, parce qu'il y a des bons conducteurs et il y a de mauvais conducteurs électriques. On va apprendre ça plus tard dans l'année, dans notre module de physique, et on va mesurer ça en ohm, au HM. Donc, on va y revenir à ça. On a un gros module là-dessus. Pour la masse volumique, ben, vous l'avez étudié l'année passée. Vous avez fait des laboratoires, vous avez fait beaucoup d'activités avec la masse volumique, appris à calculer. Et ici, on voit que on est capable de faire flotter certains objets sur certains liquides et on peut même superposer les liquides. Donc, par exemple, l'huile va flotter sur l'eau flotte sur la glycérine flotte sur le sirop de maïs. Et il y a certains objets qui vont flotter sur des liquides, mais qui ne flotteront pas sur d'autres. Et ce qui est intéressant ici dans ce dessin-là, c'est qu'on donne la masse volumique des objets et des liquides. Donc, on comprend pourquoi ça flotte. Les plus petits vont avoir une masse volumique en haut, vont flotter, et les plus grands, les masses volumiques plus grandes, vont tomber jusqu'au fond. Donc, ça, c'est mesuré quantitativement parce qu'il y a des chiffres. Le prochain, c'est le point de fusion. Donc, à quelle température ça fond? À quelle température ça passe de solide à liquide? C'est peut-être le mot-clé, vous voulez simplement mettre ça sur votre feuille de notes de cours. Donc, température de solide à liquide. Donc, par exemple, pour l'eau, bon, on sait que c'est 0 degré Celsius. Mais ici, on a un métal, le métal, le gallium. Et le gallium fond à 30 degrés Celsius. Notre corps est à 37. Bon, notre peau étant quand même un petit peu plus froide que 37, là. Elle peut être à 35, 36, 34. Mais vous voyez que c'est suffisamment pour faire fondre le gallium puisque c'est plus chaud. Notre main est plus chaude que 30 degrés Celsius. Et si on prend un morceau de gallium et qu'on le met dans l'eau chaude, ça va faire ceci comme dans la vidéo.
C'est intéressant, non? Alors, passons maintenant au contraire, au point d'ébullition, donc à quelle température ça va bouillir. Donc, quand on continue à faire chauffer le liquide, on va le faire maintenant bouillir, passer à gazeux. L'exemple que je donne ici, c'est le pétrole. Quand le pétrole arrive du Moyen-Orient ou de l'Alberta et qu'il est ce gros liquide noir, épais, visqueux, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait bouillir. Et dépendamment à quelle température il bouille, on va pouvoir le séparer parce que le pétrole, c'est en fait un mélange de plusieurs molécules. Les molécules, par exemple, de diesel, qui vont bouillir à une température différente de celle, par exemple, du carburant pour les autos ou du propane qu'on met pour aller faire du camping, par exemple. Donc, vous avez la liste des différents constituants du pétrole et on les sépare grâce à leurs différents points d'ébullition. Donc, ça aussi, c'est quantitatif parce qu'on met un chiffre. Ça bouille à différentes températures. Le prochain, c'est le pH, l'acidité. Vous l'avez fait aussi l'année passée, si je ne me trompe pas. Donc, le pH, c'est une échelle qui va de 0 à 14. 0, c'est très, 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 très acide et 14, c'est très, 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 très alcalin. Les exemples ici, on a le jus de citron, un pH de 2, le corps humain, un pH de 7,5 dans le sang, l'eau de javel, un pH de 12,5, et l'eau qui serait neutre, l'eau qui serait distillée, aura un pH exactement au milieu de 7. 7, ça veut dire que c'est neutre. Donc, le pH n'est ni alcalin ni acide. Donc, il y a des chiffres, ça veut dire que c'est quantitatif. Et le dernier, c'est la friabilité. La friabilité, donc j'ai mis les mots friables ou cassants, comme la craie est friable, on peut l'écraser, elle va se défaire en poudre, et cassant comme la vitre de la coupe de vin qui est en train de casser. Et je l'ai mis du côté quantitatif parce qu'on mesure la dureté des métaux, la dureté des objets. Il y a une échelle aussi pour la dureté qui va de 0 à 10, donc comme le talc qui est très très mou, il y aura une dureté de 1, jusqu'au diamant qui est le plus dur, qui a une dureté de 10. Donc c'est quantitatif à cause de cette échelle de dureté. Donc, j'espère que vous avez mis un mot-clé à côté de chacun des exemples de propriétés caractéristiques qualitatives et quantitatives. Nous, on continue avec les propriétés non caractéristiques. Ça veut dire des propriétés qui ne nous permettront pas de dire « oui, je sais c'est quoi mon objet ». Par exemple, la masse. Je pourrais avoir plusieurs objets qui ont la même masse. Pour une masse de 100 grammes, par exemple, je pourrais avoir une pomme qui pèse 100 grammes, une revue qui pèse 100 grammes, un soulier qui pèse 100 grammes. Parce que j'ai juste dit 100 grammes, ça ne me permettrait pas d'identifier l'objet. Si je te dis, j'ai un objet dans ma main qui pèse 100 grammes, ben, tu ne sais pas c'est quoi. Donc, la masse, ce n'est pas caractéristique. Même chose pour le volume. Le volume, tu vas avoir plusieurs objets qui ont le même volume. Je pourrais avoir 1 litre de lait, je pourrais avoir 1 litre d'air, je pourrais avoir 1 litre de cailloux. Donc, le litre, c'est pas une unité, c'est pas une mesure qui me permet d'identifier l'objet. Attention, par exemple, la masse volumique, ça me permet d'identifier l'objet. Je pourrais te dire, j'ai dans ma main un liquide qui a une masse de volumique de 1,0 g par millilitre. J'espère que tu sais que 1,0 g par millilitre, c'est de l'eau. Je pourrais te dire que j'ai un liquide qui a 0,78 g par millilitre. Ah là, tu ne saurais pas par cœur, mais tu pourrais aller sur Internet ou tu pourrais aller dans un livre et chercher masse volumique 0,78 et tu trouverais que c'est de l'alcool, de l'éthanol, si je ne me trompe pas. Donc, la masse volumique, ça c'est caractéristique parce que ça me permet d'identifier l'objet, mais la masse tout seul, c'est pas caractéristique et le volume tout seul, c'est pas caractéristique non plus. Le troisième, c'est la température. Si je te dis, mon liquide a une température de 20 degrés, ben, tu sais pas c'est quoi. Ça pourrait être de l'eau, du lait, ça pourrait être du jus, ça pourrait être du 7-Up, ça pourrait être plein de choses qui sont à 20 degrés. Ça pourrait même être un gaz qui est à 20 degrés, comme l'air dans la pièce. Ou ça pourrait être le plancher, un solide, la table, le crayon, le livre qui est à 20 degrés, parce qu'il est dans la même pièce. Donc, si je te dis 20 degrés, c'est pas assez pour identifier mon objet. Mais attention, si je te dis mon liquide fond à 20 degrés Celsius, là, c'est possible d'identifier l'objet. Le point de fusion et le point d'ébullition, c'est-à-dire la température où ça bouille ou la température où ça gèle,
ou la température où ça fond, ça c'est caractéristique. Donc, il faut faire attention de bien lire la phrase quand on voit des degrés Celsius. Parce que juste regarder le chiffre, ça ne sera pas assez. Il faut regarder le contexte. La température tout seul, c'est pas caractéristique, mais la température de fusion et la température d'ébullition, ça, c'est caractéristique. Et on va faire un laboratoire sur les propriétés caractéristiques. Parce que c'est très utile. Ça va être utile pour classer la matière et ça va être utile aussi pour utiliser la matière, savoir à quoi ça peut bien nous servir cet objet-là. Donc d'abord, classer la matière. Tu as un organigramme devant toi qui ressemble à ceci. En haut, il y a le mot matière et de chaque côté, c'est séparé du côté des mélanges et des substances pures. Donc ça, c'est une première division que tu as vue quand tu es en 8e année, que la matière se sépare en mélanges et en substances pures. Du côté des mélanges, tu avais même vu l'année passée que ça se séparait en 2 catégories. Par exemple, une salade grecque. Je vois les morceaux de fromage, je vois les morceaux de tomates, je vois les morceaux de concombre, je vois les olives. Parce que je suis capable de voir tous les constituants, ça ne sera pas pareil qu'une bouteille de Sprite. Tout ce que je vois, c'est du liquide transparent. Je sais qu'il y a d'autres choses, par exemple, parce que ça ressemble à de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Quand j'y goûte, je goûte du sucre. Quand j'y goûte, je sens les bulles. Donc, je sais qu'il y a un gaz dedans. Donc, c'est pas juste de l'eau. Mais quand je le regarde, là, à travers la bouteille, qui est encore scellée, je ne vois pas les constituants. Donc, c'est pas la même chose que ma salade. Et l'année passée, vous avez appris 2 mots pour définir ces différents types de mélanges-là. J'espère que vous vous en souvenez, peut-être même que vous les avez déjà écrits. Les mots sont hétérogène et homogène. Eh bien, cette année, on va s'attaquer à l'autre côté, les différents types de substances pures. Ça, vous avez appris ça l'année passée, c'est vraiment juste cette année qu'on va étudier ça. Il y a les substances pures comme le sel, qui est là, donc ça ressemble à juste du sel, peu importe que je l'écrase avec une fourchette, peu importe que je le fasse fondre, ça reste du sel. Et l'autre exemple que j'ai, c'est de l'or. Donc là, on a des lingots d'or. Peu importe qu'on les tire en fil, qu'on fasse des feuilles, qu'on le mette sur une statue ou qu'on fasse une bague, ça reste de l'or. Mais pourtant, c'est différent. Le sel, on va apprendre plus tard que c'est un composé, alors que l'or, c'est un élément. Donc ça, c'est les 2 types de substances pures, les composés et les éléments. Donc avec les propriétés caractéristiques, on va être capable de dire, OK, ben cet objet-là, ce métal-là, ce solide-là, ce gaz-là, ça se trouve être un élément. Alors qu'avec d'autres propriétés caractéristiques, on va dire, oh non, 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 c'est pas un élément, ça c'est un composé. Donc on va être capable de les classer. Puis, on a dit que c'était utile parce qu'on pouvait savoir quoi faire avec les substances. Donc, c'est quoi l'usage des substances? Parce que si une propriété caractéristique va nous aider à décider quel usage qu'on peut en faire, comme les exemples qui sont là, c'est le cuivre. Le cuivre est ductile. OK, qu'est-ce que ça change que le cuivre soit ductile? Mais je vais pouvoir l'utiliser puis faire des fils parce qu'il va pouvoir être étiré. Ça ne donne rien d'essayer d'étirer, je sais pas moi, un morceau de bois. Le bois, il sera pas ductile, donc je serai pas capable de faire un fil de bois, ça se peut pas, ça. Donc ça, c'est parce que le cuivre est ductile, je vais pouvoir faire des fils avec. Parce que le plastique ne transmet pas la chaleur, ben, on va le mettre sur les poignées des chaudrons. Donc je ne me brûlerai pas quand je vais soulever mon chaudron. Si mon chaudron, il n'y a pas de poignée en plastique, puis qui est fait juste en métal, parce qu'on veut quelque chose qui conduit la chaleur pour faire cuire mes spaghettis, ben, je vais me brûler quand je vais prendre les poignées. Il va falloir que j'utilise des mitaines de four. Donc, parce que le plastique ne transmet pas la chaleur, je choisis de l'utiliser pour faire des poignées de chaudron. Et parce que l'huile est visqueuse, je vais en mettre dans mon moteur parce que ça va permettre au piston de mieux glisser à l'intérieur du cylindre. Et ça, c'est à cause de la propriété caractéristique de l'huile. Je n'irai pas mettre de l'eau dans mon moteur. D'abord, l'eau va s'évaporer, mais en plus, l'eau, c'est pas visqueux du tout. L'eau, c'est aqueux. Donc, ça serait pas bon pour protéger mon moteur, pour le lubrifier. Et voilà, c'est tout pour le chapitre 1.2. Alors, on se voit en classe et on verra un laboratoire. Au revoir!